Regarde ça, Tom. Le murmure mêlé d'un petit rire qu'attira l'attention de l'agent Thomas Miller, qui levait la tête, son regard fixé dans la direction que montrait son jeune collègue, l'agent Frank Stone. À travers les grandes portes vitrées donnant sur la salle d'attente de l'aéroport, une jeune femme était assise dans un fauteuil en cuir moelleux, détonnant étrangement dans l'espace calme et un peu vieillot de l'aéroport de Redwood City. La jeune femme, à la peau foncée, les cheveux noirs attachés en un chignon soigné, fixait intensément l'écran d'un ordinateur portable fin, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Elle portait un blazer noir ajusté assorti à un pantalon droit, une tenue élégante, raffinée, mais pas ostentatoire. À son poignet brillait une montre métallique, et plusieurs bagues ornées de pierres scintillantes, manifestement coûteuses, ornaient ses doigts fins. À ses pieds, un sac à main en cuir noir, minimaliste mais clairement d'une grande marque de luxe que même Miller, peu connaisseur en haute couture, pouvait reconnaître. Eh bien, dit Miller en refermant brusquement son journal, ses yeux plissés d'un regard suspicieux, un peu agacé, regarde qui vient dans notre petit aéroport. On dirait bien qu'elle s'est perdue. Lui et Stone étaient assis dans le petit bureau de la sécurité de l'aéroport, non loin de la salle d'attente. Redwood City était un aéroport régional, utilisé surtout pour des vols courts entre États ou des jets privés. Ce n'était pas un endroit qui voyait souvent des passagers à l'allure riche et sophistiquée, surtout pas comme elle. Elle a l'air de sortir tout droit d'un magazine, dit Stone, avec une voix admirative mais teintée de confusion, comme si sa présence dérangeait l'ordre habituel. Les vêtements, les bijoux, ça doit coûter aussi cher que notre voiture de patrouille. Magazine ou pas magazine, ça ne change rien, répliqua Miller en se levant. C'était un homme d'âge moyen, barbe grise, petits yeux perçants, avec une certaine méfiance et un air de dédain envers ceux qui n'étaient pas comme lui, surtout les personnes de couleur, qu'il suspectait souvent sans raison légale. Il était policier ici depuis plus de 15 ans et considérait l'aéroport comme son domaine, où il avait le droit de fouiller et d'interroger quiconque éveillait ses soupçons, qui pour lui signifiait souvent « différent » ou « qui se démarque ». « Je me demande ce qu'elle fait ici », dit Stone en se levant à son tour. « Le dernier vol commercial est parti il y a plus d'1 heure. »« C'est ce qu'on va découvrir », répondit Miller en affichant un sourire mal assuré, loin d'être chaleureux. Il ajusta sa ceinture où étaient accrochées son arme et ses menottes, sentant monter en lui cette montée familière d'autorité. C'était l'occasion idéale pour pimenter un peu la monotonie de sa garde. « Allez, Frank. On dirait qu'on va devoir faire une vérification de sécurité. » Les deux officiers sortirent lentement du bureau, marchant avec assurance vers la salle d'attente. Maya resta assise, apparemment indifférente à l'attention qu'on lui portait. La salle d'attente était calme, à peine troublée par le bourdonnement du climatiseur et le doux tapotement de ses doigts sur le clavier. Jenkins et Harrison s'arrêtèrent à quelques pas d'elle, les bras croisés, l'observant un moment. Sentant leur présence, Maya leva les yeux de son écran. Son expression était calme, ses yeux polis mais interrogateurs. « Bonsoir », dit Miller d'une voix basse et condescendante. « Nous sommes les agents Miller et Stone, du service de police de l'aéroport de Redwood. Vous ne semblez pas être une habituée des lieux. » Maya referma soigneusement son ordinateur portable et le posa sur la table à côté d'elle. Elle les regarda directement. « Bonsoir, agent. Je suis passagère, ou plutôt j'attends quelqu'un qui doit venir me chercher. Je faisais juste un peu de travail en attendant. » Sa voix était profonde, claire et assurée, ce qui rendit Miller légèrement mal à l'aise. Il s'attendait à voir de la confusion ou de la peur. « Quelqu'un doit venir vous chercher ?» demanda Miller en s'approchant, son regard balayant la salle d'attente vide. « Qui vient chercher des gens à cette heure-ci ? La plupart sont partis. » Il s'arrêta devant elle, la forçant à lever les yeux. Stone se tenait derrière lui, l'air curieux. « On dirait que vous attendez un vol privé. Avec ce costume et tous ces bijoux, vous devez avoir l'habitude de voyager ainsi, » dit-il avec un sourire narquois. Maya resta impassible. « Oui, j'attends un avion privé, » répondit-elle calmement. « Quelqu'un doit venir me chercher pour m'emmener à ma prochaine destination. »« Avion privé ?» répéta Harrison, un peu surpris. « Jet privé, » murmura Miller, ses yeux fixant la montre à son poignet. « Elle doit être chère, comme ce sac et ces bijoux. Je dois dire que vous avez du goût, mais vous savez, dans les petits aéroports comme celui-ci, il faut être prudent. Il y a toutes sortes de gens qui passent. Il faut s'assurer que tout est légal. »« Je comprends votre travail, agent, » dit Maya, sa voix toujours calme mais sa patience commençant à s'effilocher.
Il était clair qu'il cherchait à lui compliquer la tâche, sous-entendant quelque chose. Je vous assure que tout ce que je fais est légal. Je n'ai rien fait de mal. Oh, on vous croit, répondit Miller, mais son ton contredisait ses mots. Il afficha un sourire plus large, désarmant. Comme je l'ai dit, on doit vérifier. C'est le protocole. Vous savez, les riches qui voyagent en jet privé. Parfois, ils transportent des choses non déclarées, ou de l'argent d'origine douteuse, ou essaient d'éviter quelque chose. Il se pencha un peu, regardant Maya droit dans les yeux. Ça ne vous dérangerait pas de nous montrer votre pièce d'identité, votre billet d'avion, et peut-être de jeter un œil dans ce sac? Juste une fouille au hasard. Demander une pièce d'identité est raisonnable, mais demander à fouiller un sac sans motif valable ni mandat de perquisition était un abus de pouvoir évident, déguisé en simple contrôle aléatoire basé sur l'apparence et la richesse apparente. Maya sentit une colère froide monter en elle. Non seulement il la suspectait par préjugé, mais il cherchait délibérément à lui compliquer la vie, à l'impliquer comme une criminelle, utilisant leur position pour la harceler. « Je peux vous montrer ma pièce d'identité, » dit Maya. « Mais vous n'avez pas le droit de fouiller mon sac sans motif probable ou mandat, officier. » Elle regarda Miller droit dans les yeux, son calme le rendant encore plus mal à l'aise. Miller ricana en se redressant. « Ah oui, cette fille d'avocat, regarde-la dans notre territoire. C'est nous qui décidons ce qui constitue un motif valable, et ton apparence étrangement chic à cette heure-ci dans cet endroit suffit amplement, dit-il en tendant la main, voulant saisir le sac posé sur la table. Maintenant, coopère, sinon ça pourrait devenir plus compliqué pour toi. Ne touche pas à mon sac, répondit Maya fermement, sa voix devenant plus tranchante. Elle posa sa main sur le sac pour le protéger. Oh, tu veux jouer les durs? Dit Miller, son expression se faisant agacée et colérique. Mike, regarde-moi ça. Cette fille croit pouvoir nous apprendre la loi. Peut-être qu'elle a besoin d'un vrai test pour voir qui détient le pouvoir ici. Il examina Maya de haut en bas avec mépris. Cette fille n'a pas l'air d'avoir appris à se comporter face à l'autorité. Elle a besoin d'une leçon de respect. Stone sourit à Riley, un peu nerveux mais suivant l'exemple de Miller. Ouais, ma fille. Tu ferais mieux de coopérer. Miller s'approcha, le regard menaçant. Écoute, gamine. On peut t'emmener dans une pièce privée pour te fouiller correctement. Tu ne veux pas causer plus d'ennuis. Sa voix était basse, menaçante. Ou tu veux qu'on appelle plus de monde pour gérer ça? Humiliation, colère et un profond sentiment de violation montèrent en Maya. Elle comprit qu'ils ne faisaient pas qu'un simple contrôle. Ils abusaient délibérément de leur pouvoir, l'utilisant comme un outil pour intimider, humilier, et peut-être pire. Ils usaient de ses différences raciales et de son apparence pour faire les pires suppositions et agir sans crainte des conséquences, pensant qu'elle n'était qu'une autre sans voix. Froide, en colère et déterminée, Maya regarda Miller droit dans les yeux, ses prunelles brillant d'une lueur menaçante. Elle en avait assez. Ils étaient allés trop loin. Je l'ai déjà dit Maya d'une voix basse, empreinte d'un nouveau poids, d'une autorité que Miller et Harrison n'avaient jamais entendue venant de l'une de leurs victimes. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. Vous abusez de votre pouvoir et vous le paierez. Miller et Harrison échangèrent un regard et éclatèrent de rire. Le rire résonna dans la salle d'attente vide. Revanche, se moqua Miller. Tu crois vraiment pouvoir nous parler comme ça? Il rit jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Mike, t'as entendu ce qu'elle a dit? Elle va nous faire payer. C'est ça, gamine, ajouta Harrison en ricanant. On est là depuis des années, et personne ne nous a jamais fait payer, surtout pas des gens comme toi. Il renchérit sur la condescendance et les préjugés de Miller. Il riait encore, jouant toujours méchamment avec leur pouvoir, inconscient qu'ils marchaient au bord du gouffre. Pour eux, c'était un simple passe-temps, une façon d'affirmer leur fausse supériorité. Ils ne savaient pas que la jeune femme élégante, belle, calme, debout devant eux, celle qu'ils insultaient et menaçaient, n'était pas n'importe qui. « Je m'appelle Chloé Davis, » dit-elle, sa voix devenant soudain froide et définitive, coupant net leur rire. Miller et Harrison cessèrent de rire et la regardèrent. Le nom ne leur disait rien immédiatement. « Et alors ?» répondit Miller d'un ton défiant. « On doit le noter dans le registre. »« Mon frère est avocat, » continua Chloé, sa voix toujours basse mais portant un poids inébranlable. « Et mon père est le procureur général des États-Unis. »
L'atmosphère dans la salle d'attente se figea. Le sourire de Miller disparut. Son regard moqueur s'évanouit. Son visage, rougi de rire il y a quelques secondes à peine, devint blanc comme un linge. Harrison se tenait derrière Miller, raide comme un pieu. Le bourdonnement du climatiseur devint sinistre dans ce silence pesant. Miller fixa Chloé, tentant de comprendre ses paroles. Le ministre de la Justice, balbutia-t-il, ne croyant pas ses oreilles. Chloé ne dit rien de plus. Elle resta là, les regardant droit dans les yeux, son expression calme, ses yeux noirs profonds dépourvus de peur, uniquement de la gravité et une détermination froide. La montre de luxe à son poignet, le sac de marque à ses pieds, son costume luxueux, toutes ces choses qu'ils avaient moquées et insinué être volées, étaient maintenant une preuve indéniable de son identité, du milieu qu'ils avaient si lourdement sous-estimé. Jenkins, qui semblait être le leader, sortit rapidement son téléphone d'une main tremblante. Il tapa quelque chose rapidement à l'écran, visiblement à la recherche d'informations. Quelques secondes tendues passèrent, semblant durer une éternité. Son visage pâlit visiblement alors qu'il regardait l'écran, la lumière bleue se reflétant sur son visage en sueur. Les informations sur le procureur général, y compris les noms de ses enfants, étaient publiques. Il avait sûrement trouvé la confirmation que Chloé Davis était la fille du procureur général. « Oh, mon Dieu !» murmura Tom Harrison d'une voix tremblante et faible, regardant Miller d'un air de panique totale, comme si son monde venait de s'effondrer. Miller ne dit rien, fixant Chloé avec un mélange d'incrédulité, de peur, de colère et de désespoir amer. Il savait qu'il avait fait une erreur fatale. Sa méchanceté cruelle et son plan vicieux pour humilier une jeune femme vulnérable qu'il pensait pouvoir écraser facilement s'étaient transformés en cauchemar instantané pour lui-même. Le sourire avait disparu, remplacé par l'expression d'un homme acculé qui sait qu'il a creusé sa propre tombe et compromis son avenir. Un long silence s'installa, uniquement brisé par la respiration haletante de Miller et Harrison. Ils restèrent là, tremblants, fixant la femme qu'ils venaient d'insulter. Tout leur pouvoir et leur arrogance s'étaient évaporés comme de la fumée. « Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Je suis désolé. » Miller bégaya, sa voix pleine de supplications pitoyables, bien loin du ton rude et condescendant d'il y a quelques minutes. Il s'approcha de Chloé, le corps rampant. « Nous sommes vraiment désolés, mademoiselle Davis. Vraiment désolés. Nous ne savions pas. C'était juste un énorme malentendu. »« Oui, mademoiselle Davis, » ajouta Harrison rapidement, sa voix tremblante. « Nous ne voulions pas faire de mal. Nous étions juste trop prudents. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Nous suivions simplement la procédure. Nous ne voulions pas vous offenser. » Ils suppliaient, imploraient. Ils tentèrent de reculer maladroitement, mais il était trop tard. Leurs paroles et leurs actes avaient été prononcés, l'humiliation infligée. Chloé les regarda, le visage toujours calme, mais les yeux froids. Elle ne répondit pas à leurs fausses excuses. Elle sortit son téléphone portable de la poche de son blazer, ses doigts fins tapant doucement sur l'écran tactile. Ses gestes étaient calmes et méthodiques, complètement à l'opposé de leur panique. Miller et Harrison restèrent là à la regarder composer, n'osant pas l'arrêter ni dire un mot de plus. Ils savaient qu'ils avaient fait une erreur fatale, irréparable. Ils avaient été trop confiants, trop méprisants envers les autres, trop dépendants de leurs préjugés. Les plus bas, sans penser à qui pouvait être leur victime. Chloé porta le téléphone à son oreille. Il sonna 2 fois et fut décroché immédiatement. La voix familière, profonde et autoritaire de son père retentit. « Bonjour, ma chérie, tu es là. »« Salut, papa, » dit Chloé, la voix légèrement tremblante à nouveau. Non pas par peur, mais par tension accumulée. Le soulagement de parler à son père. Et une colère encore latente. « Je suis là, mais j'ai un petit problème. » Au cours des minutes suivantes, Chloé donna à son père. Le procureur général Stephen Davis. Un compte rendu calme, clair et précis de l'incident. Elle commença par les 2 policiers qui l'avaient approché sans raison. La manière dont ils avaient scruté son apparence et ses vêtements. Les questions et remarques chargées de racisme qu'ils avaient faites. La demande de fouille de son sac sans mandat. Et les menaces proférées lorsqu'elle avait refusé. Elle décrivit comment ils avaient ri et l'avaient insultée. Quand elle leur avait dit que son père était le procureur général. Elle n'exagérait pas,
n'ajoutait ni émotion ni faux détails. Elle disait simplement la vérité, exactement comme c'était arrivé. D'une voix monotone, comme si elle lisait un rapport. À l'autre bout du fil, la voix du procureur général Stephen Davis, connu pour son calme mais sa fermeté, devint progressivement dure, froide et en colère. Il écoutait en silence, ne posant que quelques questions brèves pour clarifier les détails. « As-tu été blessé? T'ont-ils touché? T'ont-ils dit ton nom? Es-tu en sécurité, Chloé ?» demanda-t-il, sa voix basse, portant maintenant le poids de l'autorité et de la colère contrôlée. « Oui, je suis en sécurité, » répondit-elle, regardant droit Miller et Harrison, qui se tenaient à quelques mètres, impassibles, entendant toute la conversation. « Ils sont juste là, devant moi. »« Bien. Quels sont leurs noms, ma fille ?» Chloé lut les noms sur leurs plaques. L'officier Thomas Miller et l'officier Frank Stone. Département de police de l'aéroport de Redwood City. « D'accord, Chloé, » dit le secrétaire Davis d'une voix ferme. « Reste là où tu es. Ne bouge pas. Ne parle pas et n'interagis pas avec ces deux policiers. Sauf si c'est absolument nécessaire pour ta sécurité. Ce que je ne pense pas être le cas pour le moment. Je vais t'envoyer quelqu'un du bureau de l'inspecteur général. Pour enquêter immédiatement. Ils seront là en premier. J'appellerai aussi directement le chef de la police. De Redwood City et le maire. Tiens bon, ils arriveront bientôt. Tu as très bien fait, ma chérie. Je suis très fier de toi. » L'appel se termina. Chloé rangea son téléphone dans la poche de son blazer. Miller et Harrison étaient toujours là, à écouter toute la conversation. Leurs visages étaient pâles comme des draps, comme s'ils venaient de recevoir une condamnation à mort. Le procureur général, le bureau de l'inspecteur général, le chef de la police de la ville, le maire. Ce n'était plus un simple incident disciplinaire à l'aéroport. C'était une enquête fédérale à part entière, impliquant le propre organisme de surveillance du ministère de la Justice, ayant le pouvoir d'enquêter sur les fautes commises par tout fonctionnaire fédéral ou local, concerné par les droits civiques ou l'abus de pouvoir. Leurs avenirs, qui semblaient sûrs et puissants quelques minutes plus tôt, avaient soudainement et brutalement disparu. « Tu as appelé le ministre ?» demanda Miller, la voix cassée, les lèvres tremblantes, la sueur perlant sur son front. « Oui, officier Miller, » répondit Chloé, la voix calme, presque froide. « Il envoie quelqu'un du bureau du procureur général pour vous enquêter. » Ils tombèrent de nouveau dans le silence. Environ 20 minutes plus tard, comme le secrétaire Davis l'avait dit, une berline noire non marquée, à l'allure professionnelle, se gara devant l'aéroport. 2 hommes et une femme en costume, au visage sévère, sortirent de la voiture. Presque en même temps, une voiture de patrouille de la police de Redwood City arriva, et un homme d'âge moyen en uniforme avec un insigne de shérif descendit. Quand il vit Miller et Harrison debout à côté de Chloé Davis, la belle et élégante femme noire qu'il avait vue aux infos et sur les photos officielles du secrétaire, et surtout quand il vit les visages pâles et tremblants de Miller et Harrison, le shérif comprit immédiatement que quelque chose d'extrêmement grave avait eu lieu, dépassant ses compétences. Son visage était rouge de colère et de honte. Les hommes sortis du véhicule non marqué se présentèrent comme agents du bureau de l'inspecteur général, envoyés par le procureur général pour mener une enquête urgente. Ils s'approchèrent rapidement de Chloé Davis, lui demandant si elle avait besoin d'aide ou d'assistance. Tout ce qu'elle voulait, c'était une bouteille d'eau, et des assurances que l'affaire serait prise au sérieux. Ils écoutèrent sa déclaration initiale de manière professionnelle et respectueuse, prenant soigneusement des notes. Leur attitude envers Chloé était totalement différente de celle de Miller et Harrison. Ils la voyaient comme la victime d'un incident grave, et en quelque sorte comme la fille de leur supérieur immédiat. Le chef de la police de Redwood City, visiblement nerveux et embarrassé, s'approcha de Miller et Harrison. « Messieurs, » dit-il, la voix basse et furieuse, à peine un grognement. « Rendez vos badges, vos armes et vos cartes d'accès de l'aéroport. Vous êtes suspendus indéfiniment en attendant l'enquête du ministère de la Justice. Vous serez immédiatement ramenés au commissariat. »
Miller et Harrison obéirent mécaniquement. Les mains tremblantes, le visage vide. L'arrogance, la cruauté et la fausse autorité avaient disparu. Remplacés par la peur, la soumission et le désespoir. Ils furent escortés hors de l'aéroport dans une voiture de patrouille. Non plus comme agents de la loi, mais comme sujet d'une enquête fédérale. L'enquête menée par le bureau de l'inspecteur général du ministère de la Justice fut rapide, professionnelle et implacable. Étroitement supervisée par le bureau du procureur général Davis. Le témoignage détaillé, calme et cohérent de Chloé Davis constitua le cœur des preuves. Les agents de l'IG examinèrent les caméras de sécurité de l'aéroport. LS ont examiné les journaux d'activité de Miller et Harrison, et ont interrogé d'autres employés de l'aéroport ainsi que des collègues susceptibles d'avoir été témoins des incidents ou d'avoir eu connaissance du comportement et des préjugés de Miller. Avec l'implication d'une enquête fédérale menée par le ministère de la Justice, personne n'osa couvrir ou mentir pour protéger Miller et Harrison. De nombreux employés de l'aéroport et policiers locaux trouvèrent le courage de parler d'incidents passés, le racisme manifeste de Miller et la complicité d'Harrison. Les témoignages et preuves s'accumulèrent, dressant un tableau clair d'abus systémiques et de biais profondément enracinés de la part de Miller, appuyés par la complaisance d'Harrison. Face à des preuves accablantes, notamment le témoignage de la victime elle-même, la fille du procureur général et ceux de nombreux autres témoins, Miller et Harrison ne purent nier les faits. Ils furent contraints de fournir des récits détaillés des événements. Leurs excuses bancales sur de prétendus contrôles de sécurité aléatoires et des malentendus furent complètement invalidées par les preuves, tant verbales que comportementales. Il n'y eut pas de procès pénal, car leur conduite, bien que répréhensible, ne remplissait pas les critères de poursuite criminelle sérieuse en l'absence de violence physique claire. Mais une audience interne et un examen disciplinaire furent menés par la police de Redwood City, sous la supervision de l'Office de l'inspecteur général du ministère de la Justice. L'affaire attira une attention médiatique nationale considérable, mettant une forte pression sur la police de Redwood City et les autorités locales. Lors d'une audience à huis clos, Miller et Harrison, désormais dépouillés de leurs uniformes d'autorité, furent confrontés aux enquêteurs et à la direction de leur département. Les preuves furent présentées, le témoignage de Chloé Davis, le rapport de l'OIG, les témoignages d'autres témoins et possiblement des images de vidéosurveillance. Miller tenta de minimiser son comportement, affirmant qu'il plaisantait et qu'il s'agissait d'une erreur d'identification. Harrison tenta de rejeter la faute sur Miller, affirmant qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres et qu'il craignait des représailles. Mais le témoignage de Chloé, en particulier les propos discriminatoires utilisés et la demande de fouilles illégales fondée sur l'apparence, prouva le contraire. La décision fut prise rapidement et avec fermeté, sous la pression du ministère de la Justice et des médias. Le chef de la police de Redwood City, avec l'approbation et la directive de l'inspecteur général, prit la décision finale. L'agent Thomas Miller et l'agent Frank Harrison furent immédiatement et définitivement révoqués de la police de Redwood City. Ils perdirent tous les avantages liés à leur emploi, y compris leur pension. Leur dossier fut marqué de manière permanente pour inconduite grave et abus de pouvoir fondés sur des préjugés raciaux. Cela les rendit inéligibles à toute future fonction policière aux États-Unis. Leur réputation dans leur petite communauté fut ruinée. Ils devinrent des parias, connus pour le scandale provoqué par leur arrogance et leurs préjugés. Pour Chloé Davis, ce dénouement ne fut pas une victoire personnelle à célébrer bruyamment, même si elle ressentit une profonde satisfaction de voir ceux qui avaient abusé de leur pouvoir être tenus pour responsables. C'était une restauration. C'était la preuve que justice peut être rendue, même si cela exige des révélations inattendues et l'intervention des plus hautes instances. L'expérience lui rappela le privilège qu'elle possédait, la capacité de se défendre et d'être entendue grâce à la position de son père, et renforça sa volonté d'utiliser cette influence pour aider ceux qui n'avaient pas cette chance. Elle transforma cette expérience négative en motivation. Elle poursuivit avec succès sa carrière d'avocate et devint une fervente militante pour la réforme de la police et la justice raciale, partageant fréquemment son histoire tout en évitant de mentionner publiquement l'identité de son père, sauf en cas de nécessité. Elle insistait sur le fait qu'elle était une femme de couleur victime d'abus policiers. Son père, le procureur général Davis, géra l'affaire avec professionnalisme, veillant à ce que sa fille soit protégée et que justice soit rendue sans abuser de sa fonction pour infliger des sanctions disproportionnées. Il utilisa cette affaire comme un exemple pour promouvoir des discussions à l'échelle nationale sur les biais inconscients et les abus de pouvoir au sein des forces de l'ordre. Le renvoi de Miller et Harrison fut un signal d'alarme pour le service de police de Redwood City et d'autres agences locales dans tout le pays. Cette affaire,
bien qu'elle ait eu lieu dans un petit aéroport, reçut une couverture médiatique nationale en raison de l'identité de la victime et du caractère flagrant de la discrimination et de l'abus de pouvoir. Elle démontre que l'arrogance, les préjugés et la complaisance dans l'exercice du pouvoir peuvent avoir des conséquences dévastatrices, et que personne, aussi sûr de lui soit-il dans sa zone d'influence, n'est totalement à l'abri de la vérité et de la responsabilité. Cette histoire est un rappel puissant que l'équité et le respect sont des droits pour tous, peu importe qui l'on est, à quoi l'on ressemble ou d'où l'on vient. Et parfois, la justice surgit des endroits les plus inattendus, avec une simple mais puissante révélation d'identité qui renverse la situation. Et vous, que ressentez-vous après avoir entendu l'histoire de Chloé Davis et des 2 policiers de l'aéroport de Redwood City? La révélation de l'identité de Chloé vous semble-t-elle satisfaisante? Pensez-vous que les sanctions infligées aux 2 agents étaient méritées? Avez-vous été témoin d'une situation, même mineure, où une injustice a été révélée de manière inattendue? Partagez vos sentiments, réflexions ou expériences dans les commentaires ci-dessous.